Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 95e. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce début de printemps. Pour ma part, c'est encore les vacances et après quelques jours passés en Loire-Atlantique, ça va être l'heure de la reprise dès lundi. Mais avant, petite course de rentrée, petite course pour se remettre en jambes. C'est la première de l'année, premier dossard en 2022 à la fin du mois de mai. Je vais pas trop pousser en ce début de saison comme je l'ai évoqué dans l'épisode précédent. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker, à échanger sur le podcast. Les réseaux sont là pour ça, Facebook et Instagram. Et puis, abonnez-vous au podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Comme ça, vous ne manquerez aucun épisode. Alors, place à mon invité du jour. Et à travers cet épisode, je vous invite à découvrir un athlète jardinier adepte de plogging. Qu'est-ce donc que cette activité ? Le plogging, c'est tout simplement le fait de courir et d'avoir un œil sur les déchets que l'on peut croiser et donc mettre à la poubelle. C'est ce que pratique mon invité du jour en la personne de Clément Chapelle. Après avoir parcouru le globe en citoyen du monde, Clément a eu une véritable révélation lors d'un voyage sur l'île Kangourou. Ce séjour au bout du monde a eu un effet choc lui permettant de prendre conscience de la souffrance dans laquelle se trouve notre planète. De retour en France, il change radicalement son mode de vie, il vend sa voiture. Il effectue aujourd'hui ses déplacements essentiellement en vélo ou en autostop. À 29 ans, il fonde l'association Plogaton, une association à but non lucratif au service de l'environnement. Sa raison d'être est donc de mêler sport et préservation de la planète. Pour faire bouger les choses et aussi pour assouvir sa passion du sport, Clément mène différents défis. Il détient d'ailleurs le record du monde de plogging, soit 100 km, 147 kg de déchets collectés en 17 heures. À l'occasion du marathon de Paris, le 2 et 3 avril dernier, il a parcouru pendant 24 heures les rues de la capitale à la recherche de masques. Plus de 900 ont été collectés et de nombreux kilomètres, 130 parcourus, pour un défi visant à faire bouger les consciences. Alors merci Clément pour ton témoignage et ton éclairage sur le plogging. Et comme tu l'indiques, si chacun lors de ses sorties récupère un déchet, c'est autant de petits gestes réalisés pour la planète. Alors, n'oubliez pas votre petit sac poubelle, ouvrez l'œil chers coureurs. Pour ma part, je vous souhaite un bon épisode en compagnie de Clément Chapelle, athlète jardinier pour ses 24 heures du masque. Bonne écoute à vous. Bonjour Clément, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va parler environnement et running avec une pratique dont tu es, alors je sais pas si tu en es l'auteur, mais du moins tu pratiques, à savoir le plogging. On va en parler, mais je vais dans un premier temps te laisser te présenter pour nous dire qui tu es, d'où tu viens. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, alors j'ai rien inventé au niveau du plogging, mais je suis un adepte. Clément Chapelle, je suis un athlète jardinier, un athlète au service de l'environnement. Je fais également partie de l'équipe Sport Planète, des éco-aventuriers de l'équipe Sport Planète fédérée par Maïf. Comment tu es devenu, donc tu le dis, athlète jardinier ? Parce que ça, moi, je connais pas. Dans les filières d'orientation au niveau de l'éducation nationale, je peux me plonger dans les fiches, je vais pas trouver. Effectivement, on le trouve pas et c'est ça qui m'a posé problème pendant un certain temps. Enfin, je l'ai trouvé au moment où je suis parti voyager. Je suis parti à l'autre bout du monde après un début de carrière dans l'hôtellerie de plein air. Et je me suis retrouvé face à la pollution massive sur un endroit absolument paradisiaque dans une période où je cherchais un défi sportif pour me remettre au sport, le sport qui m'a toujours animé, qui sont mes rêves de gosse. Petit, je me voyais plutôt footballeur professionnel, mais c'est le sport de manière générale qui m'a toujours animé. Et c'est dans cet environnement-là où je me suis dit mais c'est pas possible de voir une canette tous les 20 mètres dans cet endroit absolument exceptionnel que je me suis dit je vais faire le tour de cette île Kangourou Island dans le sud d'Australie en ramassant l'ensemble des déchets. C'est là qu'est né le projet Plogaton et cette envie de faire du sport au service de l'environnement et surtout de réaliser mes rêves personnels.
Alors, tu le disais, hein, le sport a toujours été au cœur de ta vie. Est-ce que tu pratiquais déjà la course à pied étant jeune? Quel est ton lien finalement avec la course à pied? Alors j'ai toujours couru un petit peu par période. Je suis né dans le foot, puis le tennis, beaucoup de vélo. Après, à l'âge du lycée, j'ai fait un petit peu de course à pied pour voilà plus sur le plan physique pour gagner en endurance. Et après, voilà, dans la période de la fac, etc., je m'étais chauffé pour faire un marathon, mais voilà, c'était sur des petites périodes finalement. Et ça m'est venu au moment voilà de mon envie d'agir pour l'environnement et de la découverte finalement du plugging qui se sont révélés finalement être le plus facile pour faire du sport utile. Alors cette découverte justement des déchets sur cette île paradisiaque, ça a été une révélation pour toi ou est-ce que déjà dans peut-être la famille, l'environnement et on va dire ton passé, il y avait déjà une conscience un petit peu environnementale? Non, pas du tout. Je dois pas ça à ma famille, ni à mon parcours, hein, jusqu'à on va dire au master. J'étais dans un cercle assez fermé. J'ai fait une licence économie-gestion. L'environnement, la cause environnementale était assez loin de mes préoccupations principales. Mais voilà, c'est venu par petites gouttes de prise de conscience. Et puis vraiment, voilà, dans un endroit paradisiaque, ça m'a fait tilt de voir chaque vague ramener des tonnes de plastique, alors que ce sont des plages désertiques, il n'y a pas d'humains aux alentours, et de voir tout ça, de me dire que j'étais moi-même le problème en étant à des dizaines de milliers de kilomètres. C'est ça qui a fait tilt, et petit à petit beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu une grande prise de conscience et une grande évolution. Alors sur cette île, combien de déchets tu as pu collecter et est-ce que tu l'as fait déjà en courant ou c'était juste là une collecte un petit peu symbolique pour ramasser ce que tu avais observé dans ce cadre paradisiaque? Non, ouais, il y a eu en amont, on va dire, à d'autres endroits, des premiers petits ramassages, et surtout en randonnée, j'avais l'habitude de déjà ramasser les déchets que je pouvais croiser sur mon chemin. Mais c'est vrai que sur cette île, ça a été vraiment le premier défi, le premier gros défi sportif. 300 kilomètres en 10 jours en ramassant l'ensemble des déchets. Alors c'est pas que moi, puisqu'il y avait une équipe qui m'aidait. Il y a d'autres personnes qui ont fait plus d'une centaine de kilomètres aussi à cette occasion-là en ramassant les déchets. Et on a ramassé près de 6 tonnes de déchets. C'était absolument colossal, et on s'est vraiment voilà, c'était entre courses, marches, entre 6 et 8 heures par jour, entre voilà 23 et 38 kilomètres par jour, pour compléter la boucle de 300 kilomètres, et c'est plusieurs tonnes de déchets ramassés. À l'issue donc de cette collecte, tu es rentré en France et là tu t'es dit il faut que je puisse mener quelque chose. Ça a été un changement, une bascule par rapport à ta carrière professionnelle. Tu disais travailler en hôtellerie de plein air. Là tu as complètement retourné, on va dire, ton projet pro pour te lancer dans cette préservation, protection de la nature. Toi qui es désormais, tu le dis, athlète jardinier. Tout à fait. Alors pour revenir un peu plus en détail sur ce qui s'est passé, là sur Kangaroo Island est né le projet Plogaton, pas sous la forme d'une association, puisque c'était en Australie, c'était un petit peu différent. Et je me suis voilà découvert une vocation entre guillemets, ou la possibilité de vraiment retrouver mes rêves. Après ça, il y a eu une petite période où je suis resté en Australie, où j'ai fait un retour en France. J'ai résolu des problèmes perso, avant voilà, de revenir en France en 2020, au déconfinement. Et là, je savais clairement qu'il n'y avait plus de possibilité de revenir en arrière dans une, une façon de vivre qui ne me correspondait plus. Et c'est là que j'ai lancé l'association Plogaton loi 1901 pour œuvrer quotidiennement, et pour pouvoir faire ces défis au service de l'environnement. Et là, j'étais parti pour le 100 km pour la planète, un nouveau défi
complètement au-delà de mes limites sportives. Hein. J'avais jamais couru plus qu'un marathon à cette époque-là, donc c'était de grandes ambitions. Alors Clément, toi qui es éco-citoyen, citoyen du monde, est-ce que avant l'Australie, tu avais déjà parcouru d'autres pays qui ont pu également te montrer que la problématique des déchets, c'était peut-être compliqué également ailleurs? Simplement, avant l'Australie, j'étais en Nouvelle-Zélande et on va dire que le- la transition vers la prise de conscience c'est déjà mise en marche à ce moment-là, mais c'était au sein du même voyage. Je suis passé de la Nouvelle-Zélande à l'Australie directement et il n'y a pas eu avant ça d'autres événements, d'autres voyages qui ont pu marquer cette prise de conscience. Donc de retour en France, tu l'as dit, cette vie d'avant telle que tu l'as menée n'était plus possible. Quels ont été, tes premiers changements, tes premières modifications, on va dire comportementales dans ta façon de vivre, ton mode de consommation? Est-ce que déjà, personnellement, tu as entrepris des changements? Déjà, à l'issue de ce voyage, j'ai compris l'impact de l'avion. Donc, on va dire dans le mode de ce transport, voilà, l'avion s'est terminé. Je me déplace à vélo. J'avais déjà revendu ma voiture avant même pendant le voyage. J'ai dit à mon père, tu peux vendre la voiture, j'en aurais pas l'utilité. Et en tout cas, je souhaite faire sans. Et donc c'est notamment au niveau du transport et puis beaucoup au niveau de l'alimentation. Je pense que c'est les deux principaux axes sur lesquels on a une marge en tant que citoyen énorme pour avoir un impact plus respectueux de l'environnement, mais aussi de notre santé à nous, hein, puisque dès qu'on ne respecte pas l'environnement, on se respecte pas nous-mêmes. Chaque fois que l'on mange des produits qui ont un impact considérable, en général, ils sont pas bons pour nous. Et pareil, le fait d'utiliser des modes de transport complètement mauvais pour nous, ça pollue l'air, ça nous pose problème à nous aussi. Donc aujourd'hui, soit les baskets pour courir, soit le vélo. Est-ce que ça te Voilà. pose des difficultés au quotidien? Les baskets ou la bicyclette, non, en vrai, c'est hyper facile. Dès qu'on a pris l'habitude, tout est facile et j'ai envie de dire pour moi c'était facile puisque j'avais déjà cette habitude-là avant. J'adore utiliser l'autostop aussi pour me déplacer ou pour aller jusqu'à la gare ou même des fois voilà, je suis parti en vacances là dans le sud Espagne. J'y suis allé en autostop. Ça fait partie du voyage, c'était une aventure rien que le voyage finalement, puisque c'est des tas de rencontres. En général, c'est que les gens sympathiques qui s'arrêtent et c'est l'occasion de partager, de rencontrer plein de personnes. Alors, est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette terminologie, définir ce qu'est le plugging? D'où ça vient et comment on peut l'expliquer? Alors le plugging, c'est tout simplement l'action de courir ou de marcher en ramassant les déchets. Ça vient de Suède. C'est un terme, une contraction de plocka up qui veut dire se baisser, courir. Et voilà, ça vient de Suède parce que la première personne qui a fait ça en y mettant un nom dessus est originaire de là-bas. La conscience citoyenne justement est quand même bien plus avancée par là-bas dans les pays scandinaves. Mais voilà, c'est tout simplement courir, marcher, trottiner en ramassant les déchets. Alors, dès ton retour d'Australie, tu as pris ton petit sac lors de tes footings et tu as commencé à ramasser des déchets. Comment tu as procédé et quelles ont été finalement tes premières constatations sur le sol français, sur ces déchets qui peuvent joncher le sol et polluer notre environnement? Effectivement, en rentrant, j'ai continué à courir, à ramasser des déchets, un petit peu plus de paquets de cigarettes en France qu'en Australie. Puis bon, après, on est arrivé directement avec les masques. Mais non, similairement,
c'est souvent les mêmes déchets, hein. On va dire que les marques des sodas ou les marques des bières sont différentes, mais c'est globalement les mêmes emballages, tous les mêmes produits de la consommation qu'on retrouve sur le bord de la route, dans les rivières, absolument partout en fait, où l'humain est passé, ou même pas des fois, puisque c'est l'eau ou le vent qui va les charrier jusqu'à des endroits inaccessibles pour les humains. Alors, est-ce que quand tu sors courir là au quotidien, tu as des itinéraires qui sont vraiment bien balisés, ou est-ce que finalement le fait d'être adepte du plugging, ça te pousse à explorer peut-être un territoire un peu différent et à quadriller peut-être des zones pour finalement dépolluer ces contrées, ces chemins, ces différentes zones dans lesquelles tu peux pratiquer ton activité favorite qui est la course à pied? Alors, de par mon statut de nomade, je suis quand même souvent à des endroits différents. Et c'est vrai que quand je reste sur une période, sur un moment donné, moi, j'apprécie et je vois finalement le nombre de déchets se réduire, puisqu'en passant souvent par les mêmes endroits, il y a, il y a toujours, il y en a de moins en moins. Alors ceci dit, ça m'amène sur une anecdote qui est assez sympathique et qui montre bien qu'on est tous responsables. Euh, Justement, en passant sur un sentier que j'étais plus ou moins le seul à fréquenter, en tout cas très peu fréquenté, un jour je suis tombé sur un déchet que je n'avais pas vu la fois d'avant. Et tout simplement parce que c'est moi qui l'avais perdu. J'avais perdu des pansements sur la route. Et je veux dire par cette anecdote qu'on est vraiment tous responsables, parce que qui n'a jamais perdu quelque chose sur son chemin, en plus de façon totalement involontaire. Et c'est pour ça que j'invite finalement tout le monde à se sentir responsable et à ne serait-ce que ramasser un déchet au cours d'une sortie ou en fin de footing. C'est hyper facile. Comment les personnes de ton entourage ont, on va dire, accueilli cette décision de te lancer donc dans la création d'une association, de changer complètement d'orientation professionnelle et d'agir pour l'environnement? Est-ce que l'accueil a été favorable, ou est-ce que des gens ont peut-être pas compris ta démarche? Ouais, effectivement, c'est jamais facile pour tout le monde. Je pense notamment aux générations anciennes qui ont un cadre, une vision de la société très droite, et c'est difficile de d'en dériver. Mais sinon, bon, j'ai envie de dire, après, maman te soutient quoi que tu fasses dans la vie. Donc il y a toujours ce genre de choses. Et puis voilà, moi, il n'y avait pas de blocage par rapport à ça, puisque j'étais aligné avec moi-même, et surtout j'en ai trop bavé dans ma vie d'avant. Donc là, c'était simple, clair et net. Je fais ce qui est bon pour moi, et effectivement, on m'a plusieurs fois dit tu l'as fait en Australie, mais tu vas pas pouvoir le faire en France parce que si, parce que ça. Mais voilà, j'invite vraiment tout le monde à ne pas écouter ce genre de croyances, ce genre de blocage quand vous êtes parti pour réaliser vos rêves. Foncez. Il y a que vous-même qui pourrez montrer qu'ils sont réalisables. Est-ce que justement en France, tu as connu des blocages, des difficultés, que ce soit dans l'organisation, la mise en place de cette association, peut-être auprès de différentes collectivités, ou est-ce que l'accueil finalement de cette cause environnementale est plutôt favorable et t'ouvre des portes aujourd'hui? Non, clairement, travailler sur cette cause, en général, par exemple pour la recherche de sponsors et même n'importe quoi, c'est clairement difficile de nous dire non. On fait quelque chose de bien qui profite absolument à tout le monde, et on le fait en plus pas par intérêt personnel. Donc c'est difficile de s'opposer. En général, il y a souvent un très bon accueil, d'autant plus qu'on
en général, on ne demande pas grand-chose, on dit juste qu'on va faire ci ou faire ça, et c'est compliqué finalement de dire non, fais pas ça, puisque ça profite à tout le monde. En général, après, il y a toujours quelques petits freins qu'on retrouve. C'est rien n'est jamais facile. Faut mobiliser des gens, faut trouver une équipe pour puisque tout seul on va pas vite. En tout cas, ensemble tout seul on peut aller vite, mais ensemble on va plus loin, et ça se voit chaque action qu'on peut faire. Alors je dirais que c'est un éternel recommencement, parce que tu l'as dit, on peut passer une fois, 2 fois, 10 fois sur un endroit qui est notre quotidien, une route, un chemin. On trouvera toujours des déchets. Par quels moyens tu arrives à sensibiliser les coureurs, les marcheurs, les citoyens que il faut pas forcément déposer ces déchets dans la nature? Et est-ce que ça t'a déjà valu pas altercation, mais quelques échanges un peu vifs avec des gens que tu as vus devant toi déposer un déchet, et sans qu'elles n'en soient conscientes? Alors ça m'arrive assez régulièrement, en tout cas, puisque les mégots, on voit tout le temps. C'est vrai qu'une fois dans le train, à la gare, j'avais dit tiens, c'est pas un grand cendrier, c'est pas un cendrier géant. Elle avait jeté son mégot sur les rails, et on s'était un petit peu pris la tête, mais j'avais pas eu non plus la bonne approche. Maintenant, en général, je le fais vraiment avec bienveillance. Je ramasse le mégot, je dis je m'en occupe, j'explique voilà, qu'un mégot ça pollue 500 litres d'eau. Je le fais avec beaucoup de bienveillance, et souvent les gens me disent ouais, t'as raison. Après des fois il y en a qui ont vraiment un peu honte, et qui vont se cacher derrière des fausses excuses, en disant si tu veux, ou par exemple quelqu'un qui le jetait devant la vitrine de son magasin. J'avais ramassé tous les mégots après, j'ai dit c'est devant votre vitrine, mais je balais après. Mais voilà, je pense qu'après pas recommencer. Et pareil, souvent dans les voitures aussi, je leur rends, ou je leur remets dans la voiture, et ça c'est plutôt non, ça se passe bien du moment qu'on le fait avec bienveillance, et qu'on essaye d'expliquer le comment du pourquoi, ça se passe toujours bien. Mais si on arrive en disant connard, mets pas tes déchets dehors, forcément le répondant va être moins sympathique. Alors j'avais vu sur un groupe Facebook où tu avais posté justement une de tes actions dont on va parler tout à l'heure, des gens avoir des commentaires un petit peu indésirables, en disant c'est bien beau, le petit colibri il a fait sa petite action, mais ça va pas renverser le monde. Est-ce que tu partages toi cette vision des choses, ou est-ce que justement on doit être tous des petits colibris et apporter sa goutte d'eau à cette action pour la planète? Clairement, on doit tous être des colibris. Si demain on ramasse tous les déchets, en une semaine, il n'y a plus un déchet qui traîne en France, ou même dans le monde. Si c'était notre seule préoccupation de le faire, là, le problème serait résolu. Après, dans ces conditions, dans les conditions actuelles, c'est clair que nos actions, c'est une goutte d'eau face à l'immensité du problème, hein. Clairement, mais voilà, on se rattache au fait que voilà, en montrant l'exemple, il y a plein de nouvelles personnes, le blogging se démocratise, plein de personnes qui se sentent inspirées, et qui rien que une fois au travers d'une marche où il y a de plus en plus d'événements, voilà, vont répondre présent à ce genre d'événements, et on va dire la croissance du nombre de déchets ramassés par les associations, par les citoyens lambda ces dernières années est absolument exceptionnelle. J'en ai pas les chiffres exacts, mais voilà, ça pousse à continuer. Je prends l'exemple en mars, j'ai fait la Mascaton Week, donc j'ai couru un marathon tous les jours en ramassant les masques. J'ai ramassé plus de 2000 masques à cette occasion, et cet événement a été repris au Québec par d'autres personnes, et c'est des centaines de personnes qui ont participé, et ils ont ramassé plus de 60 000 masques. Donc voilà, l'effet boule de neige là, il est exceptionnel, et ça donne des ailes pour la suite, effectivement. Et est-ce que justement ça passe par des actions telles que tu les mènes, à savoir des actions d'une plus grande envergure, avec un support de communication derrière qui va permettre de
booster un petit peu la visibilité. Tu le disais, hein, ce marathon donc pour ramasser des masques, tu as fait un plogathon avec 100 km donc au compteur pour ramasser justement un ensemble de déchets. Est-ce que ça passe par là, des actions un petit peu plus conséquentes que ce que tu fais habituellement pour sensibiliser et mettre en lumière tes actions? En tout cas, effectivement, le fait de faire des choses un petit peu hors du commun et voilà, l'aspect record du monde de plugging, ça attire l'attention. Ça attire l'attention médiatique, ça permet d'en parler et forcément, ça se diffuse plus que quand tu vas courir 7 kilomètres et que tu as ramassé 12 canettes. Bon, ben, c'est bien, mais ça va pas faire parler plus que nécessaire et surtout ben voilà, moi je recherche avant tout pas avant tout mais en partie le défi sportif avec tout ça, aller chercher des nouvelles limites dans mon corps et je me régale finalement de me préparer, de m'entraîner à ce genre de défi totalement inédit pour moi et même finalement dans le monde puisque avant que j'ai couru 100 kilomètres en ramassant les déchets, ça n'avait pas été fait à ma connaissance. Alors, ce record du monde de plugging, donc 100 km, c'est 147 kilos de déchets ramassés en 17h10. Il est homologué? C'est vraiment quelque chose qui est déposé? Il n'est pas déposé, par exemple, au Guinness. Au Guinness, c'est pas faute que l'on ait demandé pour le faire, mais sauf que voilà, ça coûte des milliers d'euros pour faire déposer ce genre de record. C'est pas dans notre politique ni dans notre ADN d'aller dépenser de l'argent pour homologuer quelque chose que l'on aura on l'a fait et puis c'est ainsi on met l'argent justement pour passer du temps à sensibiliser dans les écoles, pour transformer tous ces déchets en fruits, puisque voilà le leitmotiv de l'association, c'est de transformer les déchets abandonnés dans la nature en fruits accessibles à tous, puisqu'on prend des engagements là pour chaque centaine de déchets ramassés ou chaque centaine de masques, chaque centaine de kilomètres parcourus, on s'engage à planter un arbre fruitier en fonction des événements, des défis, et on préfère mettre l'argent sur l'humain et sur des choses pertinentes que dans des homologations de records qui n'ont c'est pas notre but, qu'il soit dans le livre ou pas, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que qu'on ait agi sur le terrain. Alors justement, sur les personnes qui soutiennent votre association, ton association dont tu es le président, qui sont-ils ces soutiens financiers? D'où viennent-ils? Est-ce que ce sont des partenaires privés, des collectivités locales? Comment tu procèdes pour aller justement solliciter des financements et tenir ces engagements au regard de déchets ramassés, avec cette contrepartie, comme tu dis, de planter des arbres fruitiers accessibles à tous? Alors, mais c'est une bonne question. Pour répondre clairement, là, cette année, notre partenaire principal est la Maïf, qui a un programme Sport Planète dans lequel ils investissent pas mal de ressources, aussi bien financières qu'humaines et logistiques. Donc là, c'est notre partenaire principal. Après, sinon, on a aussi des fondations, type la Fondation de la Mer, la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui nous soutiennent financièrement. On est encore très limite au niveau des finances, mais on cherche de nouveaux partenaires, notamment dans le privé, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et puisque c'est là qu'il y a de l'argent à aller chercher. Alors Clément, sans rentrer dans un débat politique très poussé qui pourrait peut-être faire surgir des divergences ou peut-être des questionnements auprès des auditeurs, de ton regard d'éco-citoyen, cette campagne présidentielle, est-ce que l'environnement est vraiment au cœur des problématiques de nos politiques?
Non, elles ne le sont pas puisque les politiques sont à la merci des préoccupations des grands lobbies et qui n'ont que faire de l'environnement, hein. Ils sont là pour faire des profits. J'ai du mal, mais vraiment moi, à me dire si ces gens-là ont des enfants et s'ils ont un espoir comment ils voient l'avenir, puisqu'ils savent ce qu'ils font, hein. C'est pas possible. Mais voilà, je sais pas, de toute façon, on a ce que l'on mérite, mais c'est difficile, voilà, de faire face à voilà un système qui est construit ainsi et qui fait tout pour que l'on aille dans l'autre direction, hein. Là, le la question environnementale était dans les médias à moins de 3%. C'est finalement, ça fait plaisir de voir que les citoyens ont mis cette préoccupation beaucoup plus loin que 3%. Mais ça ne suffit pas. C'est difficile de combattre un système où tout est lié et très solide pour nous faire aller dans la mauvaise direction. Et sur le plan du sport, est-ce que tu trouves, au regard des différentes courses auxquelles tu as pu prendre part, que l'on peut vraiment associer, alors là, la course à pied, avec l'environnement? Est-ce que tu trouves que les organisateurs font quand même des efforts pour que l'environnement soit préservé, que ce soit sur des courses sur route ou sur le trail où on est encore plus au contact avec la nature? Alors le sport reflète très bien le reste de la société et la course à pied exactement aussi. J'ai envie de dire on a des courses excuse-moi. On a des courses qui sont très engagées, qui font beaucoup d'efforts et qui font de véritables efforts. J'ai envie de citer les courses parisiennes à titre d'exemple. On a l'Eco-Trail de Paris qui est quand même une grosse course et qui a réussi des avancées fantastiques en termes d'impact environnemental. Et de l'autre côté, on a toujours les courses business comme le marathon de Paris qui, eux, vont investir plutôt dans du greenwashing que dans des vraies mesures d'impact pertinentes. Et on se retrouve avec une course qui se vante, qui se dit marathon engagé, mais qui produit plus de 600 000 bouteilles de plastique, mais sous couvert de recyclage sans vente. Alors que la réalité, le recyclage, c'est de l'enfumage. On n'a pas recyclé 10% de plastique que l'on a produit jusqu'ici. Mais voilà, c'est le sport reflète très bien le reste de la société. Et là, dans ce genre de course, on est dans du sport business. Et la question environnementale est très très loin de la préoccupation centrale. La preuve est que l'organisateur du marathon de Paris, qui est aussi l'organisation du marathon de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel, est annulé pour faute de participants suffisants pour faire du profit. On trouve là, des enjeux, on va dire, financiers, économiques, et le côté environnemental est, on va dire, très, très accessoire. Il est accessoire, mais il est mis en vitrine par du greenwashing. On peut très bien le voir justement sur l'exemple du marathon de Paris, très 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 près. C'est vrai, quand j'avais participé moi à plusieurs reprises aux 20 km de Paris. Alors c'était pas le marathon, mais quand tu approchais justement des zones de ravitaillement, valait mieux être sur les premiers sas, parce que dès que tu bascules sur le dernier tiers des coureurs qui s'élancent, c'est un sol qui est jonché de déchets, même si tu as des poubelles de part et d'autre, hein. On a une cohorte de poubelles de chaque côté. C'est pas pour autant que les déchets, les sticks, les gels vont être positionnés dans ces grands containers. Donc effectivement, là, on peut se poser la question. Entre elles, c'est peut-être différent. On voit que les coureurs ont l'obligation peut-être d'avoir un gobelet qui soit pliant avec des gels qui vont peut-être être moins jetés dans la nature. Est-ce que les trailers ont une conscience un peu plus écologique que les fanas du macadam?
Mais j'ai envie de dire, j'espère. Et pour les trailers qui ne l'ont pas encore, j'ai envie de dire, mais on marche sur la tête. Vous êtes en train de, ben, mais c'est comme le mur, on saccage notre un espace de jeu. Donc c'est voilà, c'est totalement ahurissant. Mais oui, effectivement, dans le trail, et heureusement d'ailleurs. Alors ça passe aussi peut-être par notre mode de consommation, les t-shirts, les chaussures. Est-ce qu'on peut se tourner vers des marques qui vont peut-être être déjà un peu plus localisées sur notre zone de vie? Je pense à Flavien et à son camarade qui ont lancé la marque Beaumolet en utilisant des bouteilles pour réaliser leur fibre textile, ou une marque de chaussures Vitz qui a vu le jour en Vendée. Est-ce qu'on peut en passer par là pour limiter justement notre impact sur la planète, avec beaucoup moins de kilomètres parcourus par ces objets pour venir jusqu'à nous? Tout à fait, mais de toute façon, on a le pouvoir absolu avec notre consommation. Il suffit on choisit à chaque fois le monde dans lequel on veut vivre, à chaque fois qu'on utilise notre carte bancaire, et choisir des produits éthiques, des produits engagés, va ne faire que les développer. Et j'en profite pour citer mon équipementier Wise, qui est une marque spécifique et très technique de trail, et qui produit des produits de qualité de manière on ne peut plus éthique. On a d'ailleurs les t-shirts que j'ai sur le dos, on fait beaucoup moins de kilomètres que ce que dans leur processus de fabrication, que ce que je vais en faire en ramassant les déchets. Et d'autant qu'en plus la marque me fournit des produits non commercialisables, des produits tests, des produits avec des défauts, ce qui permet, moi, à titre personnel, d'avoir un véritable zéro impact sur les produits que j'utilise. Alors bien souvent on entend oui, mais si c'est du Made in France, ces produits-là vont être un petit peu plus chers. Mais en termes de durabilité, on va les utiliser pendant beaucoup plus longtemps que des t-shirts qui ne se tiennent pas et qui viennent peut-être de l'autre bout de la planète. Quelle est ta réponse à ces arguments-là? Exactement. Alors l'éthique, la qualité, ça coûte un peu plus cher, et c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde, moi, à consommer moins pour consommer mieux. Voilà, si on choisit véritablement quelque chose dont on a besoin, qui nous fait vraiment envie, et qu'on y met le prix, on va en prendre soin. Et en plus, voilà, c'est quelque chose de qualité qui va nous durer dans le temps et dont on sera vraiment heureux d'avoir fait l'acquisition, alors que finalement tout ce qui est bas de gamme, tout ce qui est ainsi jetable, ça nous coûte plus cher au final, puisque il faut racheter en permanence, racheter, alors que la qualité est faite pour durer, et qu'en général les marques qui sont véritablement engagées reprennent les produits, les réparent. Je pense à Patagonia, vous pouvez ramener tous vos affaires pour les faire refaire une fois que le temps les a marqués. Est-ce que c'est valable pour des chaussures de course à pied? Est-ce que tu as peut-être dans tes anecdotes des gens qui viendraient à recycler des paires de chaussures, ou est-ce que c'est très marginal, elles finissent finalement toutes à la poubelle? Alors, il y a pas mal de solutions de recyclage qui sont en place. Justement, moi, pour la petite anecdote, je suis équipé avec des chaussures qui sont soit des SAV qui n'ont pas été utilisées pour, pareil, un petit défaut, ou alors des chaussures qui ont été très peu utilisées et qui ont été ramenées pour le recyclage. En général, soit elles ont un deuxième usage si elles sont encore en forme, et soit elles servent souvent à faire du matériau d'isolation, ou plein d'autres choses. Mais en général, après, c'est compacté et ça fait un nouveau matériel. Alors tu le disais, Clément, le marathon de Paris donc n'est pas forcément tourné totalement vers la cause environnementale, même si c'est affiché dans les prérogatives et dans les attributions donc de cette course. Comment tu en es venu à vouloir justement parcourir la capitale pendant 24 heures
pour ramasser ce que tu allais trouver sur le parcours du marathon. Explique-nous ce projet que tu as mené le 2 et 3 avril dernier. Eh bien, alors c'était dans la continuité finalement du 100 km pour la planète. Je voulais aller chercher encore plus loin que 100 km. Dans l'idée, le 100 miles. Et puis bah voilà, dans la programmation des événements, il a fallu voilà, inventer des nouveaux événements, des nouveaux défis. Et avec cette pollution très visible des masques et l'acharnement contre cela que je me fais depuis quelques mois, je me suis dit je vais courir 24 heures en ramassant les masques. Et donc pour que ce soit marquant, ce pari a été choisi. Et hasard du calendrier, c'est tombé en même temps que le marathon de Paris. Donc j'ai fait 3 fois le marathon de Paris en soi, une fois vraiment sur le parcours pour le coup, et 2 autres fois un petit peu partout dans la capitale. Ça a été un sacré défi et une bien meilleure course que le 100 km en termes de sensations, de plaisir. Je me suis vraiment régalé sur ces 100 km, sur ces 24 heures, je veux dire. Et ces 130 km, on a eu on va dire le privilège et d'avoir les équipes de Canal+ pour nous suivre avec Antoine Decaune pour donner le départ, ce qui voilà a modifié un petit peu l'aspect sportif. J'avais vraiment pour ambition d'aller chercher le 100 miles à cette occasion. Ça ne s'est pas fait. Notamment parce que j'ai donné beaucoup d'énergie pour Canal+ avant la course et au début. C'est vrai que les conditions n'étaient pas forcément idéales de s'exposer au froid là pour faire une interview 1 heure avant le départ. Et voilà, on a passé pas mal de temps pour faire un petit peu des images et des trucs sympa, mais voilà, l'objectif principal de ce genre de défi est avant tout de porter un message et la chance d'avoir eu Canal+ pour prendre des images là-dessus va nous permettre de diffuser le message à une nouvelle audience et bien plus large que ce à quoi on peut le faire d'habitude. Et puis voilà, c'était tout de même hyper sympa d'avoir Antoine Decaune pour donner le départ et pour courir les premiers kilomètres. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais une énergie assez folle. On était dans le début de course. À partir de 6 heures et du premier marathon, là, on est entré dans une deuxième phase où finalement on se dit putain, il reste encore 18 heures. Et ça a duré, on va dire, il reste encore 3 heures. Quand il restait 3 heures, après, c'est allé bien. Mais entre-temps, voilà, j'ai eu l'impression d'avoir couru déjà depuis 3 jours. Quand tu te dis, putain, il reste encore 13 heures de course, quoi. C'est une autre définition du temps à ce moment-là. Mais voilà, j'avais la chance d'être d'accompagné par une super équipe en la personne de Nicolas Van den Elsken qui lui aussi fait des choses encore plus tout aussi extraordinaires. Je te donnerai son contact et il a fait un Tour de France en courant presque un marathon par jour. Absolument sensationnel. Et donc là, il était là pour m'accompagner sur le vélo pendant ce 24 heures. Alban aussi a couru pendant 24 heures. Sophie nous a fait la logistique et suivi à vélo pendant plus de la moitié de la course. Donc voilà, j'étais bien accompagné pour être concentré sur la course et la chasse aux masques, puisqu'on a ramassé pendant ces 24 heures près de 950 masques dans les rues parisiennes. Et sachant qu'on a voilà, pareil que pour l'objectif sportif, le fait d'être sollicité par les équipes de Canal+, on a moins chassé les masques que ce qui aurait été possible de faire
en temps normal. Mais en vrai, Canal+ nous a bien aidés. Ils nous ont retrouvés à 5h30 au petit matin. Et on a vraiment souffert du froid pendant la nuit. Il a fait froid toute la nuit. Je me suis trouvé un banc qui était sous une bâche près d'un restaurant pour m'allonger un quart d'heure et me mettre dans un espèce de confort, demi-confort, puisqu'il faisait moins froid sous cette bâche. Et quand on a retrouvé Canal+, après ils sont allés nous chercher une infusion, de l'eau chaude, ça nous a fait un bien fou. On s'est mis pareil un petit peu au chaud là au fond des escaliers d'une gare pour se réchauffer. C'était vraiment le plus dur de cette course, c'était le froid. Et je pense à Nico aussi qui pendant la nuit des fois je courais mais j'avançais tellement doucement qu'il arrivait à me suivre en poussant le vélo. C'était un sacré effort pour lui aussi, un combat avec la fatigue, mais on s'est voilà, le soleil, justement c'était assez marrant parce qu'on a vécu l'ambiance marathon à tous les moments, hein. On est passé sur le parcours pendant la nuit où là justement on a vu les allées remplies aux endroits des ravitaux avec les milliers de bouteilles de plastique, les milliers de bouteilles d'eau qui étaient là, qui étaient attendues, qui étaient gardées d'ailleurs par des personnes. Donc voilà, on s'est aussi posé la question de la question du travail pour ces gens-là qui étaient en train de garder les livraisons de ravitaux. Quelles étaient leurs conditions de travail, puisque voilà, pareil, hein, sur l'aspect social, on est passé devant des centaines de personnes qui dorment dehors dans Paris et qui subissent le froid en permanence. Nous, ce qui est marrant, c'est que pendant la nuit, j'ai dû faire une centaine de pompes pour me réchauffer. Je faisais des séries de pompes parce que là, je courais pas assez vite pour arriver à réchauffer et j'avais pas la force. Et quand je faisais des pompes, c'était incroyable parce que j'avais l'impression d'être hyper en forme. Le haut de mon corps répondait toujours bien. Il était pas du tout martyrisé comme le bas du corps. Et c'était la petite solution pour se réchauffer jusqu'au matin où là le soleil est arrivé, le soleil est revenu. On Donc a là, tu as fait dû être content de voir le soleil pointer le bout de son nez. Exactement. En fait, quand on est ressorti de la gare là après l'infus, il y avait le lever de soleil. Bon alors là pour le coup, on voyait le soleil mais il faisait toujours pas plus chaud. Mais voilà, entre 8h 9h, ça y est là, il faisait plus chaud et on s'est voilà, les 2 dernières heures ont été vraiment sympathiques avec cette énergie, cette nouvelle énergie de l'arrivée qui se rapproche enfin. Le choix avait été mis, Clément, sur uniquement les masques ou vous avez ramassé d'autres déchets? Là, c'était l'opération masque au vu du contexte sanitaire. On était vraiment sur une opération masque. Alors après, on a bien sûr tous un peu ramassé quelques autres déchets. Dès qu'ils sont à proximité de la poubelle, ça nous arrive d'en mettre dans la poubelle. J'ai ramassé un Opinel aussi, tout neuf, tout beau, que j'ai gardé. Mais voilà, depuis quelques temps, on s'est spécialisé entre guillemets sur ces courses sur les masques, puisque la raison principale, c'est que c'est le déchet à la mode et qui est représentatif finalement de la non prise de conscience sur le fait que voilà, la pollution d'aujourd'hui, c'est les épidémies de demain. Et que de voir tous ces masques fleurir qui sont nouveaux dans l'environnement, voilà, c'est des nouveaux déchets. Et ils ont l'avantage finalement d'être hyper pratiques pour le plugging, puisque des masques, je peux en ramasser des centaines et continuer ma course en les mettant autour du bras ou sur le vélo qui m'accompagne. Alors que si je ramasse les canettes ou les pneus de voiture, je vais vite me retrouver avec une montagne et pas pouvoir continuer la course, quoi. Devoir trouver d'autres façons logistiques donc tu les enfiles, bras droit, bras gauche, et tu peux continuer à courir. Est-ce que tu t'es pas posé la question, on va dire, sur le plan de l'hygiène et des microbes qu'ils peuvent véhiculer? Est-ce que tu as déjà été interpellé sur cet aspect-là des masques? J'ai souvent été interpellé sur cet aspect-là. Après, pour preuve, les 10 000 masques ramassés
en étant toujours en forme. J'ai envie de dire que l'activité sportive permet déjà de se nettoyer en permanence. Mais voilà, vraiment, moi, j'insiste sur le fait que la peur qui a été émanée de toute cette euh, épidémie et de manière générale, la peur qui ne doit pas prendre le dessus. Et j'ai envie de dire, moi, j'ai plus peur de la pollution à long terme. La pollution, c'est un fait chiffré, elle tue plus chaque année que l'épidémie qu'il y a eu. Donc voilà, il faut recentrer nos peurs sur. Il ne faut pas avoir de peur de manière générale, et il faut surtout revoir regarder en conscience ce qui se passe vraiment. Et j'ai vu finalement un bon lavage des mains et tout va bien, hein. Donc après 24 heures, dans quel état d'esprit tu as fini? Satisfait Ah, d'avoir accompli ce défi de 24 heures? Pas facile parce que tu dois courir, te baisser, les ramasser, les enfiler et repartir. C'est limite du fractionné en fait. mais c'est du fractionné, mais ceci dit, c'était assez marrant aussi de voir évoluer ma souplesse pendant ces courses, pendant la course, parce que voilà, au début, bon, ça ramasse tout seul, ça, presque sans s'arrêter. À la fin, voilà, j'avais l'impression que ça faisait 100 ans que je courais, mais je me baissais comme une personne de 100 ans pour ramasser les masques en m'appuyant sur la jambe, etc. Mais ceci dit, au bout voilà, quand tu fais une pause pour ramasser le déchet, t'es content de devoir t'arrêter, de faire une petite pause. Il y a aussi ça. Et vraiment, finalement, l'arrivée là sous les coups de midi, c'était sous le feu d'une nouvelle énergie totale. Je pouvais, j'aurais pu continuer à ce moment-là. J'avais plus mal nulle part où ça avançait tout seul, par le soleil, par la satisfaction finalement d'avoir réussi le défi, par la satisfaction d'être allé chercher de nouvelles limites. Finalement, j'ai dépassé la barre des 130 kilomètres, ce qui voilà, et 30 kilomètres de plus, 30% de plus que ce que j'ai fait la dernière fois, et voir que les jambes peuvent porter aussi loin, c'est une grande satisfaction. En plus de cette aventure humaine que l'on a partagée avec l'équipe, ça n'a pas de prix. Vraiment, on s'est régalé. C'est des souvenirs éternels à travers ce défi qui est utile, puisque on a déjà ramassé 900 masques et puis porté le message pour des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui quelques-unes vont changer d'état d'esprit, prendre conscience et avoir des habitudes plus vertueuses. Et ça, c'est des grandes satisfactions, hein. Est-ce que dans Paris, pendant ces 24 heures, tu as croisé et tu as pu peut-être échanger quelques mots avec des personnes qui t'ont posé la question, mais qu'est-ce que vous faites là avec des masques autour des bras, autour des coudes? Est-ce que tu as des anecdotes sur des échanges que tu aurais pu avoir avec certains Parisiens? Alors là, j'ai pas d'anecdotes directes qui me viennent, mais on a toujours des échanges, et puis il y a surtout toujours des réactions, ou des gens qui disent bravo parce qu'ils comprennent, ou des gens qui comprennent pas. Et les enfants aussi sont toujours oh là, tous ces masques, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Alors donc là, j'explique, ouais, tout ça c'était par terre, et euh, et donc voilà, il y a souvent des échanges rapides. Après, des fois, ça peut arriver de prendre un peu plus le temps, d'autant plus quand les gens sont ont vraiment envie de savoir ce qui se passe. Mais en général, voilà, il y a une sensibilisation qui se fait à travers la course, puisque tout le monde comprend ce qui se passe en nous voyant, souvent déjà ramasser les masques. Après, une anecdote assez qui reflète aussi l'être humain, et pas son bon côté. C'était pas sur Paris, mais plutôt sur Valence, pendant le Mascaton de Valence. Je suis tombé, en fait, j'ai vu une dame perdre son masque juste devant moi, alors que j'étais en train de les ramasser et que j'en avais 150 autour des bras. Et là, je dis attention madame, vous venez de perdre votre masque. Regardez ce que ça donne après. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait les gens qui étaient autour d'elle,
ils ont jeté un regard en lui faisant porter la responsabilité de tous les masques que j'avais sur les bras. La femme savait plus où se mettre. Je pense qu'elle va vraiment faire attention à ne plus perdre ses masques, elle. Mais c'était assez ahurissant de voir finalement, parce que bon, elle avait juste perdu son masque, comme les gens à côté l'ont peut-être déjà fait. Mais alors vraiment, le fait que je sois là en train de les ramasser avec tout ça, ils lui ont tous fait porter cette responsabilité, et c'était finalement après j'avais envie voilà, moi je suis retourné et je dis on est tous responsables, quoi. Et c'est ce que je dis tout le temps, parce que quand on met quelque chose à la poubelle, on sait pas ce qui arrive derrière, s'il y a un oiseau, si la poubelle va se renverser, etc. Peu importe ce qui va se passer, ou même si les déchets après, voilà, celui qui est censé nettoyer la poubelle va le jeter dans la nature. Voilà, du moment qu'on met quelque chose à la poubelle, on est responsable de cette pollution, puisque on ne sait pas ce qui se passe après. Et donc aujourd'hui, Clément, une sortie dans laquelle tu ne ramasserais pas de déchets, ça n'arrive pas. Tu as toujours un petit œil à droite, à gauche sur ce qui peut, entre guillemets, aiguiser ton regard et te dire « Ah, là, il y a un déchet, il faut que j'aille le ramasser ». Ou est-ce que ça t'arrive quand même d'avoir des séances sans aucune attirance vers un masque, une canette, un paquet de cigarettes? Alors, j'essaye de me faire des séances où je fais tout pour les éviter. Je vais en forêt. Voilà, justement, ce qui m'a marqué pendant cette préparation, c'est que des fois, même en les évitant, en faisant tout pour les éviter, en courant de nuit sous la pluie en forêt, je suis quand même revenu avec un masque une fois. Je dis, décidément, ils sont vraiment de partout. Mais voilà, en général, je cherche à les éviter de cette façon. Et puis après, voilà, des fois, je me dis bon, aujourd'hui, je ramasse pas les déchets. Je finis toujours par en ramasser un à l'arrivée, histoire de dire voilà, un déchet par jour, un minimum, ou un déchet par sortie. Mais voilà, c'est pas voilà, des fois quand je fais des séances au seuil, voilà, je vais ramasser quelques déchets pendant l'échauffement ou pendant la redescente, mais je fais mes sorties, mon entraînement en passant à côté des déchets, ou voilà, des fois je vais un peu loin, j'ai pas de sac avec moi ou je peux pas ramener. Ce que je fais souvent, c'est que je géolocalise les dépôts sauvages avec l'application Trashpotter pour permettre aux associations ou aux citoyens de s'emparer du problème a posteriori. Donc oui, ça a quand même nécessité donc cette action 24 heures donc sur Paris pour ramasser les déchets, une petite préparation. Tu n'y es pas allé comme ça du jour au lendemain en disant je vais faire 24 heures. Combien de temps d'entraînement pour que cette action soit réalisable et que tu puisses remplir ton défi? J'ai vraiment commencé la préparation spécifique à ce défi là en janvier. Mais on va dire que depuis la préparation du 100 km, voilà, j'ai continué dans, on va dire, l'intensité sportive et le gros entraînement. Après, j'en profite pour remercier Guillaume Anesi, Spiritus Sport, de son nom de coach sportif, qui m'a accompagné pour réaliser ce défi, sur la réalisation des séances et surtout sur l'entraînement mental, vraiment, le plus important dans ce genre de défi, de mon expérience, c'est vraiment la préparation mentale. Set your mindset et le tour est joué. Tu peux faire absolument n'importe quoi du moment que ta tête en est préparée, et j'en ai pour preuve mon premier défi, le 300 km sur l'île Kangourou, où j'ai pas du tout réussi à m'entraîner physiquement comme je souhaitais, pour la simple et bonne raison que voilà, il y a l'idée de préparer l'événement, de le rendre accessible à tout le monde pour démultiplier l'impact, et que j'ai été beaucoup plus assidu à la recherche de partenaires et sur la communication qu'à l'entraînement. Et une semaine avant, j'avais fait une séance, on va dire type de ce défi, et j'avais même pas fait 20 km. J'avais ramassé beaucoup plus de déchets que ce que j'aurais peut-être fait en temps normal.
mais le lendemain, je pouvais plus bouger. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vas pas pouvoir faire 300 kilomètres si là t'en as pas fait 20 et t'es complètement KO. Ça m'avait mis une grosse claque sur la réalité de ma non-préparation. Et au final, un jour, 2 jours, 3 jours sont passés. J'avais un peu revu mon objectif à la baisse en soi, mais finalement les jours sont passés et je m'étais tellement préparé avec ce 300 km que les jambes sont allées jusqu'au bout, le corps entier est allé jusqu'au bout. Et pourtant, je donnais pas cher de ma peau une semaine avant. 6 jours avant, quand j'étais éclaté d'avoir fait même pas 20 km. Alors, quels seront les prochains défis? Est-ce que après avoir passé 24 heures donc dans Paris pour collecter un certain nombre de masques, 900, hein, tu l'as dit, est-ce que ça t'ouvre d'autres portes? Est-ce que tu as envie de reproduire ces actions un petit peu choc ailleurs en France? Ou est-ce que tu vas te recentrer sur des choses un petit peu plus normales au quotidien? Ouais, c'est un petit peu les deux. Il y a un calendrier qui est déjà posé pour la suite, et le prochain grand rendez-vous, c'est un Ironman en ramassant les déchets. C'est une nouvelle première mondiale. Ça fait un Ironman, c'est sur ma to-do list depuis longtemps. Donc voilà, je vais le faire une nouvelle fois en étant utile, en ramassant les déchets. Et ça sera le 18 juin à Millau, dans l'Aveyron. C'est voilà, pour répondre à la question, le calendrier a été décalé. C'était prévu un petit peu plus tôt, mais justement pour avoir un équilibre avec une vie un peu plus normale entre guillemets, tout simplement à remplir mon autre fonction d'athlète jardinier, passer beaucoup de temps au jardin. Et avoir finalement le temps de bien vivre, de trouver l'équilibre entre la préparation sportive, la préparation logistique de ces événements, et puis l'activité de jardinier. C'est voilà, ça, j'ai décalé un petit peu dans le temps. Et je précise que l'activité jardinier, c'est un apprentissage nouveau dans ma vie, et que c'est pour une production personnelle, pour savoir ce que je mange, pour bien avancer. C'est important de bien manger, et c'est pas dans les produits transformés que l'on peut trouver des bons nutriments. J'insiste aussi, je reviens sur la préparation. C'est avec une alimentation respectueuse de l'environnement, et du coup de ma santé, tout simplement. J'en profite pour recommander le très bon livre de Brendan Brazier, qui est un triathlète top niveau, qui a un livre très très intéressant, et qui nous apprend énormément sur l'alimentation. On n'en a pas parlé, Clément, sur ce que devenaient les masques une fois que tu les avais collectés. Est-ce qu'ils finissent tout simplement dans un circuit de déchets classiques et de recyclage, ou est-ce que vous arrivez, par ton association, à les valoriser et en faire autre chose? Exactement, d'autant plus que dans cet événement et dans ces derniers événements, j'étais associé avec mon ami Marion, qui fait des créations de vêtements et d'accessoires avec ces masques que l'on a ramassés, pour continuer de sensibiliser sur la pollution et sur l'impact de la mode sur l'environnement. Donc elle fait un travail absolument exceptionnel, que je vous invite à suivre à travers ces réseaux Carnet de Mimi. Voilà, par exemple, à l'occasion de ce reportage, de cette émission pour Canal+, elle a fait un costume pour Antoine Decaune. Voilà, elle fait toutes sortes d'objets ou de vêtements avec les masques. Et pareil, elle est partie de rien, sans jamais avoir fait de couture avant le confinement. Et c'est une belle façon de revaloriser ces masques. Après, il y a des solutions de recyclage qui se mettent en place, parce que finalement, là, des masques, elle en a assez.
C'est vrai que moi je dois avoir j'ai énormément de masques à la maison qu'il va falloir mettre au recyclage. Vu que c'est du polypropylène et que c'est donc un dérivé plastique, ça peut se faire fondre et se mouler comme pour refaire du plastique. Donc il y a une deuxième vie, une fois qu'on les a portés quelques heures sur notre visage, on peut espérer qu'ils ne finissent pas donc dans la nature et qu'ils retrouvent à travers peut-être des stylos, des objets du quotidien une seconde vie. Clément, sur quel réseau, si les gens veulent venir soutenir ton association, partager peut-être des actions à tes côtés, sur quel réseau on peut vous retrouver ? Instagram, Facebook, du coup, Plogaton ou moi personnellement Clément Chapelle. Mais voilà, Plogaton, Plogathon et sur notre site internet également www.plogaton.org. Vous retrouvez toutes les infos. N'hésitez pas à nous solliciter. Tout simplement, si vous avez envie de nous aider, si vous avez envie de participer, peu importe. Tout le monde est bienvenu dans la famille Plogaton. Et puis, si vous avez envie de soutenir notre travail, c'est pareil. Les dons sont bienvenus. On transforme, pour réaliser ces transformations des déchets en fruits, on a besoin d'un petit peu de soutien financier. Et donc, tu interviens également dans les écoles pour aller sensibiliser nos plus jeunes dans cette action donc de préservation de l'environnement. Ça, c'est des choses qui t'occupent également pour porter le message de l'association. Exactement. Là, par exemple, toute la première semaine du mois de mai, ça va être ça tous les jours à l'école avec les enfants, aussi un peu les plus grands. Et c'est vrai que ça, c'est un sacré moteur d'énergie. En général, les enfants sont plutôt bien réceptifs et souvent déjà plus au fait que les plus grands. Donc ça donne de l'espoir. Eh bien, merci Clément pour ce témoignage qui fera du bien à la planète. Merci de ton intervention sur le podcast. Donc, un run, un déchet. C'est ce que tu préconises déjà au quotidien pour préserver notre belle planète. Exactement. Et moi, vraiment, ce que j'ai envie de dire à tous les runners, mais toutes les séances d'endurance fondamentale ou même un peu de fractionné, le plugging s'y prête vraiment. C'est facile finalement en plus on est plein à avoir du mal à tenir à réaliser ces séances d'endurance fondamentale à un rythme léger. Et prenez un sac, ramassez les déchets, vous le videz dans la poubelle. Là, vous allez aller beaucoup moins vite, tenir un rythme beaucoup moins vite, et ça va vous faire progresser. Et d'autant plus que évoluer dans un environnement qui n'est pas pollué, ça va vous faire progresser également, puisque un environnement sain permet de prospérer, et ça marche pour nous aussi. Merci Clément pour ton témoignage. Et puis pour les auditeurs, je vous invite à consulter donc la page de l'association de Clément, Plogaton. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.